Ok, alors le no-code. L'idée, c'est de découvrir un peu qu'est-ce que c'est toute cette tendance de low-code, no-code, et en fait de pouvoir délivrer une appli ou une expérience, un service, un produit, sans écrire une ligne de code. Juste avant, vite fait, je me présente, je m'appelle Alex Duval, je suis développeur, je crée des sites et des applications web, même si aujourd'hui je me dédie plus aux applications web métiers pour les entreprises. Donc c'est vraiment comprendre le besoin et fluidifier, structurer, organiser toute l'information pour répondre à une problématique hyper ciblée dans l'entreprise. À titre perso aussi à côté, auto-promo, mais j'ai un podcast avec un ami qu'on co-anime tous les deux qui s'appelle Double Slash. Et alors, c'est vraiment pour les développeurs, c'est vraiment assez technique. Mais en tout cas, il y a un épisode qui est plutôt intéressant, qui est sur la démocratisation, mais c'est sur toute l'écologie et l'éco-conception. Et en fait, quel est notre impact écologique en tant qu'utilisateur du digital au quotidien. Et ça, c'est un épisode qui est assez ouvert au grand public. Le reste est un petit peu plus technique. On ne va pas refaire toute l'évolution du web, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le web, il a vachement évolué depuis le départ. Au départ, c'était assez statique, c'est-à-dire on mettait à disposition du contenu et le consommateur, l'internaute en fait, le consommait, mais il y avait très peu d'interaction. Puis après est arrivé le web 2.0 où on pouvait mettre des commentaires, on pouvait nous-mêmes publier des choses et on commençait à avoir une certaine interaction. Et la puissance du réseau augmentant, on est même arrivé en fait maintenant à des logiciels, des SaaS, des logiciels as a service qu'on vient utiliser. Et au lieu d'avoir notre propre logiciel qu'on installe sur notre machine, on va dans notre navigateur et on utilise le logiciel. Et maintenant, en fait, on a même des SaaS pour créer des SaaS. On va y revenir plus tard. Ça, c'est l'évolution de la techno et du web. De l'autre côté, en fait, on a aussi une évolution des entreprises qui se digitalisent obligatoirement parce que le digital est partout. Il y a de plus en plus de boîtes qui se montent sur du full digital avec des produits online où ils vendent leurs services online. Par contre, ils ont des problèmes. Le problème qu'ils ont, c'est qu'il faut payer un dev. Un dev, ça coûte cher. Et aussi, ils doivent savoir quelle fonctionnalité va amener la plus grosse valeur à leurs clients. Et ça, ils ne le savent pas toujours. Et donc, il y a toute une approche qui s'est développée sur les entreprises qui est le MVP. Ça vous parle ou pas, le MVP? Plus ou moins? Ok. Minimum Viable Product. En fait, le produit qui amène le plus de valeur. Du coup, c'est tiré du Lean Startup, du bouquin Eric Ries et tout ça. En fait, c'est vraiment dans une démarche d'aller chercher la valeur même et où est la valeur de mon entreprise et quelle est la feature qui va faire que mon taux d'adoption va marcher ou mes stats vont décoller et mon service va cartonner. En clair, c'est se concentrer sur la feature et de jouer sur de l'incrémental. C'est-à-dire, ok, là je veux une voiture, la feature, c'est pas la voiture, la fonctionnalité, c'est de me déplacer du point A au point B. Et en fait, soit on a une approche très bien, en mode bien bourrin, je dirais, en mode je fais une roue, je fais un châssis, je commence à mettre le bas de caisse et après j'ai ma voiture. Sauf que pendant tout ce temps-là, en fait, ça me coûte de l'argent, j'ai très peu de retours. Et en fait, mon produit, c'est à la fin. L'approche, justement, Lean et MVP, c'est ok, tu vas aller du point A au point B, tu le fais en skateboard. Au départ, tu le fais à pied. Après, tu fais un skateboard. Après, tu fais une trottinette. Et on rajoute les fonctionnalités. Comme ça, en fait, on arrive à la fin, en fait, avec un produit qui calque parfaitement aux besoins. Mais tout le process, en fait, ça a toujours calqué aux besoins parce qu'on est venu ajouter
uniquement ce que les personnes avaient besoin et ce que les gens voulaient. Ouais, ok, ça j'ai compris ce que c'était le MVP, j'ai compris que toute l'effervescence du web avec toute cette nouvelle technologie, est-ce qu'il n'y aurait pas un match en fait à trouver dans l'énormité d'Internet avec tous les services qu'on a aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen en fait d'utiliser tous ces services-là pour faire quelque chose? En clair, ça serait de connecter tous ces services pour en fait délivrer une expérience minimum, dégradée, mais qui réponde aux besoins. Parce que en fait, quand on regarde souvent qu'est-ce qu'on développe, nous en tant que développeurs, 90% de notre boulot, c'est de designer un tableur Excel. En clair, on pourrait tout faire avec un tableau Excel. Par contre, ça a ses limites. Donc, quand on vient analyser en fait un cahier des charges, c'est quoi? C'est des informations qui rentrent, on les traite, on les affiche et on fait des notifications. On notifie que. Et tout ça, là, les grands critères, on a des services qui font ça super bien. Je pense sur toute l'entrée de données, on a des logiciels, des services aujourd'hui qui font des formulaires super bien. Donc on peut rentrer des données. Après, on peut aussi avoir des petits boîtiers IoT qui notifient ma présence. Par exemple, quand j'arrive, j'appuie sur le bouton. Ça envoie une information quelque part dans le cloud et là, je peux la traiter. En clair, j'ai des inputs, soit sur des formulaires, soit sur des boîtiers physiques ou des petits capteurs aussi. IoT. De l'input, j'ai de l'info. OK. Après, comment je traite cette donnée? On a des bases de données et on a notre bon vieux tableur. En clair, on a une ligne de l'info qui rentre et on le traite et on le met dans le tableur. Tableur, on sait faire, on a des services qui font ça super bien. OK, on veut afficher. Pareil, on a des services qui affichent super bien et puis on a notre site internet qui fait le taf aussi. On peut avoir des dashboards, tout ça. OK. Et notifier, on peut envoyer un email, on sait faire. Il y a des services qui font ça, des services de notification ou même des SMS. OK. En fait, on a toutes les briques. Par contre, ce qu'il nous faut maintenant, en fait, c'est tout orchestrer. Et comment on fait pour orchestrer tout ça? Donc, il y a la première possibilité, en fait, qui consiste à dire tous ces services-là, ils ont des API Application Protocol Interface. En clair, c'est une machine qui va communiquer avec une autre machine. Sauf que pour que les deux machines se connectent, il faut qu'ils mettent en place des règles de communication. Et ces règles de communication, il n'y a qu'un développeur qui peut le faire, qui peut les comprendre. Donc, c'est pas super no-code, justement. Ces unités, c'est réservé qu'aux développeurs. Et puis, on a déjà dit que les développeurs, ça coûte cher, ça prend du temps, on ne sait pas trop ce qu'il faut. Du coup, nous, ce qu'on voudrait, c'est les orchestrer nous-mêmes. Et pour le coup, en fait, il y a un service qui s'appelle Zapier qui va connecter toutes ces API-là et qui va connecter tous ces services ensemble. Et là, c'est un peu de la conceptologie. Du coup, on va prendre un exemple concret. On va prendre un exemple d'un restaurant. Par exemple, un restaurant qui est fermé dû à une pandémie parce que quelqu'un a mangé un pangolin, machin, enfin bon, autre histoire. Mais pandémie et restaurant fermé, je voudrais mettre en place un service de commande. Et les gens viennent, une fois que la commande est prête, ils peuvent venir récupérer leur plat. On pourrait faire une app, mais ça coûterait très cher et on n'est pas sûr que ça marche. Quand on vient analyser le besoin, c'est quoi? Il faut que l'utilisateur il puisse commander. Qu'il choisisse déjà, qu'il commande, qu'il paye, parce qu'à un moment donné, c'est un resto, il faut bien qu'il paye. Derrière, il faut que moi, je puisse visualiser et recevoir la commande. Il faut que je puisse la préparer et que je sache quelle commande je dois préparer. Et après, en fait, il faut que je notifie mon client comme quoi c'est arrivé. Il faudrait lui envoyer un SMS. Ouais, ça c'est typiquement un service type Deliveroo, quoi.
même si là, on fait un Deliveroo que pour un seul restaurant. Bah, comment on pourrait faire ça en mode no code? Moi, je ne sais pas coder, mais j'ai plein de services. Bah, je pourrais utiliser un truc qui s'appelle Typeform, qui va me faire en fait un formulaire hyper bien designé, très très propre. Et bah, je vais choisir ma commande. Je vais avoir des images. Je peux choisir burger ou pizza. Et après, j'ai des conditions. Si j'ai choisi pizza, quelle pizza je vais choisir? Je choisis, je sélectionne. Je marque mon prénom, mon numéro de téléphone. J'arrive au bout, bah, je paye. Et ça tombe bien, il y a un système pour paiement qui s'appelle Stripe. Et les gars, ils ont fait ça super bien parce qu'ils ont connecté Stripe à Typeform. Du coup, en fait, tout est connecté à l'intérieur de Typeform. Cool. Donc, je paye. Et maintenant, en fait, bah, une fois que la commande elle est faite, il faudrait qu'on vienne identifier une nouvelle entrée dans le formulaire pour créer une notification chez moi pour la cuisine. Bah, du coup, on utilise Zapier. On connecte Zapier à Typeform et on lui dit quand il y a une nouvelle entrée, alors tu fais quoi? Tu vas sur Trello. Trello, c'est un petit dashboard où là, en fait, on a 3 items, 3 colonnes. Les commandes, les préparations et quand c'est prêt. Et donc, on lui dit, bah, quand il y a une soumission dans le formulaire, tu crées une petite carte avec le numéro de commande si on a besoin, le numéro de la personne et le type de pizza qu'il a choisi. Et ça arrive dans la commande. Après, moi, dans le resto, la personne qui gère l'accueil, bah, ok, je prends la carte et je la mets dans la colonne préparation. Et à ce moment-là, je peux dire à Zapier, ok, quand j'ai une carte qui va de gauche à droite, alors tu vas regarder dans la carte, tu prends le numéro de téléphone et tu lui envoies un SMS avec un service qui s'appelle Twilio, que vous connectez à Zapier, et tu lui dis, bah, tu envoies un message. Le message, c'est « Votre commande est en préparation ». Moi, Pizzaiolo, je sais combien de temps il me faut pour préparer la pizza. Du coup, votre commande sera prête dans 10 minutes. Donc, je reçois un texto. OK, elle est prête dans 10 minutes. Moi, je peux m'activer, je peux me mettre en route si j'ai besoin ou pas. Et une fois que la pizza elle est prête, le mec, il la met dans la boîte, il la met au chaud en attente, il prend la carte, il la met sur prêt. Et là, SMS en mode « Votre commande est prête, vous pouvez aller venir la chercher ». Et là, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, on est venu tester, expérimenter la fonctionnalité de est-ce que les gens de mon resto sont prêts à venir commander sur mon site ou sur le formulaire ou sur le papier ou sur l'encart que je leur ai donné. Est-ce qu'ils sont prêts à utiliser ce service-là? Et ça m'a pris une petite journée, une grosse journée parce qu'on prend le café et tout ça et on discute et on bouffe des pizzas. Mais ça ne m'a pas coûté un gros chèque. Donc, je peux venir tester cette fonctionnalité hyper facilement. Et si les gens ne commandent pas via ça, bon, bah, c'est pas grave, j'ai perdu qu'une journée. Par contre, si j'ai développé une application, j'ai pris le temps de tout designer, j'ai fait appel à un designer, un développeur, je l'ai mis, ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'argent pour me rendre compte en fait qu'au final, bah, j'ai personne qui commande. Et la différence entre si le bouton il est bleu ou il est vert, c'est pas ça qui va faire que les gens vont commander en fait. Et donc du coup, bah, votre business c'est quoi? Là en fait, votre business c'est de vendre des pizzas. C'est pas de créer une appli. Votre business c'est de délivrer une pizza. Par contre, vous changez un tout petit peu la manière dont vous commandez. Ok, c'est juste une fonctionnalité. Mais votre business, c'est pas de créer une app. Du coup, est-ce que c'est valable pour tous? Est-ce qu'on peut, c'est applicable à tous les business?
Bah clairement non. Clairement non. C'est pas pour tout le monde et tout le monde va pas pouvoir mettre ça en place pour par exemple si Schneider ou EDF ou des grosses boîtes veulent tester leur idée, même si ça serait bien qu'ils fassent ça, ils vont pas le faire parce qu'ils ont déjà un niveau de maturité et d'expérience et de relation avec leur clientèle qui est vachement plus aménagé. Donc pour moi, en fait, c'est hyper intéressant toute cette notion de no-code et d'utiliser des services tiers pour toutes les startups qui sont en pré-market fit. Qu'est-ce que j'appelle market fit? C'est votre segment de clients, à qui vous le vendez, qui ils sont, comment vous leur parlez, comment vous les touchez, comment vous leur délivrez votre produit ou votre service, et qu'est-ce que vous leur donnez, votre produit et votre service. C'est quoi? Bah, une startup, souvent, elle connaît pas c'est pas très clair tout ça. Et donc, il faut tester, il faut découvrir ce marché-là. Il faut découvrir comment parler, il faut découvrir comment communiquer avec ce segment-là. Donc, tester, ça coûte cher. Surtout quand on vient développer des fonctionnalités pour se rendre compte qu'après, on ne les utilise pas, quoi. Donc, il faut trouver une solution. Et pour le coup, en fait, le no-code s'adresse vraiment à ce segment-là, parce que en fait, à cette typologie d'entreprise, parce que ça va vous permettre de faire des grosses économies et de découvrir en fait quelle est votre valeur essentielle. Est-ce que c'est de délivrer une pizza via un formulaire, via une commande en ligne? Parce que c'est ça en fait qu'on a fait. Et demain, en fait, vous arrivez à une saturation, vous pouvez passer sur la vraie app. Moi, je serais ravi d'avoir un client qui m'appelle et qui me dit, écoute, là, ton truc de no-code, c'est bien, mais là, je me fais déglinguer la tête, j'ai des cartes dans tous les sens, j'ai trop de cartes, c'est vraiment problématique, il faut revoir le truc. Ok, bon problème. On a validé le fait que la commande en ligne marche et maintenant, il faut juste organiser le truc de telle manière que ça marche mieux et on vient fluidifier, structurer et tout. Parfait, on a un bon problème. Par contre, je pense que mon client, j'aurais fait une super appli et il n'y a personne dessus, il aurait été un peu dégoûté, je pense. Et il aurait perdu de l'argent, il m'aurait dit « Ouais, t'imagines le prix que j'ai mis là-dedans, tout ?» Bah ouais. Et surtout, en fait, là, avec son système de cartes et de notifications et de Zapier, il va découvrir « En fait, ça serait super bien si je pouvais faire ça. Ça serait super bien si on pouvait faire ça. » Et les clients, ils lui disent « Ouais, c'est bien, mais en fait, moi, je ne veux pas avoir le texto de préparation, ça ne m'intéresse pas. Je veux juste recevoir un texto quand la commande elle est prête. » Donc, en clair, à travers du no-code, on va pouvoir voir qu'est-ce que les gens cherchent et affiner son cahier des charges pour, quand on fait appel au dev et qu'on sort le chéquier, en fait, on a un cahier des charges qui est hyper spécifique. La limite aussi, c'est que ça va être difficile. Alors oui, c'est pour les non-développeurs. Par contre, il va quand même falloir avoir une bonne culture digitale. C'est-à-dire aller choper l'identifiant dans l'URL. Ok, en fait, c'est ID égale. La valeur qu'il y a après égale, en fait, c'est l'identifiant. Donc, je vais pouvoir l'utiliser pour construire mon URL et je vais mettre ça dans mon Google Excel et comme ça je vais pouvoir, voilà, c'est toute cette logique là qu'il faut avoir, donc c'est aussi un petit peu sa limite. Donc oui, vous faites du no dev, pas besoin de développeurs, par contre il faut avoir une grosse culture digitale. Et ça a aussi une deuxième limite, c'est que c'est pas scalable. Ok, j'ai un restaurant, je veux faire un deuxième restaurant où j'ai plusieurs points de vente, je suis obligé de refaire tout le process, quoi. Donc, à un moment donné, c'est plus la scalabilité, ça parle pour tout le monde. C'est vraiment de mise à l'échelle, et c'est-à-dire que le coût et le traitement d'un nouveau client ne me coûte pas plus cher que l'ancien.
Contrairement à du service où un client est égal à une tâche et il faut que je le fasse à chaque fois. Là, en fait, c'est exponentiel. Clairement, le no-code, ça va avoir sa limite là-dessus. Et là, vous me dites, ok, c'est bien depuis tout à l'heure, tu nous expliques la conceptologie, mais moi, comment je fais quoi, concrètement concrètement, comment je fais? Donc, il y a différents services qui existent, et c'est des SaaS, des logiciels as a service. Il y a Adalo, Bubble et Glide, en fait, qui vont vous permettre de faire votre application. Et c'est du drag and drop. Vraiment. Et donc, avec votre drag and drop, vous allez construire votre application et vous allez le nourrir d'un flux d'informations. Ce flux d'informations, ça peut être un Google Sheet ou autre chose type Airtable. Airtable, c'est un service un peu comme un Excel, mais beaucoup mieux designé. Et donc, en fait, on va beaucoup plus grand, on va pouvoir avoir des notions un peu de base de données, on va pouvoir visualiser la donnée différemment. Donc, c'est vachement intéressant. Après, on va vouloir aussi afficher nos données. On va peut-être avoir besoin d'un site internet. Et donc, on peut utiliser Webflow, qui marche plutôt bien. On peut aussi utiliser Launchako, Trackingly. Par contre, il faut bien penser que ces outils-là, ils doivent pouvoir se connecter à notre orchestreur, c'est-à-dire Zapier. Parce que si on n'a pas, et tout le monde me dit ouais WordPress, ouais WordPress, sauf que WordPress en fait il va être très limité sur les branchements avec Zapier. Donc en clair, ce qui est intéressant c'est voir si votre service il fournit des points d'entrée pour Zapier. Comme ça je vais pouvoir l'orchestrer avec Zapier et lui c'est vraiment le chef d'orchestre. On va avoir aussi un autre service que je n'ai pas mis là qui s'appelle IFTT, If This, Then That. En clair, quand il se passe ça, alors tu fais ça. Et on va avoir plein de services qui vont pouvoir se connecter entre eux. Et ça, en fait, vous pouvez récupérer toutes les slides sur cette adresse-là, ou sinon vous me pingez, enfin vous m'envoyez un message sur LinkedIn et puis je vous envoie les slides. Aussi sur tous ces services-là, comme tout logiciel, en fait, il y a un temps d'adaptation et il y a un temps de prise en main, en fait, qui est incompressible, en fait. Donc ce qu'il faut regarder, c'est où est votre valeur ajoutée et en fait de comprendre, je vais revenir là-dessus, pour moi c'est ça en fait. Celle-ci c'est la plus importante. C'est quoi votre business en fait? Est-ce que c'est de créer une application, passer 3 jours ou 4 à apprendre à utiliser Adalo ou Glide, ou c'est de vous concentrer sur votre business et de déléguer ça? Parce qu'en fait, si vous déléguez via du no-code, ça vous coûtera toujours moins cher que de développer l'application. Ou alors, vous mettez quelqu'un de compétent là-dessus. Mais prenez bien… En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est où est votre valeur ajoutée et quelle est la feature killer qui va faire que demain, votre appli ou votre service, il va scaler à blinde et il va marcher. En fait, le no-code vous permet de délivrer une expérience digitale sans passer par la case développeur. Du coup, après vous allez me dire, ouais, mais est-ce que Alex, en tant que développeur, tu te tires pas une balle dans le pied parce que là, tout le monde va utiliser le no-code. Non, clairement, tout le monde ne va pas utiliser du no-code. Et surtout, en fait, la qualité des personnes que je vais avoir a posteriori est plus intéressante. En fait, moi, je préfère avoir un client qui me dit « Ok, j'ai passé tant de temps, j'ai passé telle étape de ma boîte, je suis à telle maturité de ma boîte parce que je l'ai validé avec du no-code. » Et comme ça, en fait, son cahier des charges, il est hyper précis. Donc moi, en fait, c'est plus intéressant que de développer une app où le porteur de projet, il essaye de m'expliquer son appli, mais en fait, son cahier des charges, il est hyper bancal. Et à chaque question que je pose, il bégaye et il ne sait pas.
Et c'est pas de sa faute parce que au niveau de maturité, il n'est pas encore assez prêt pour développer son application. Et malheureusement, je vois trop de boîtes qui meurent parce qu'ils ont mis trop de budget sur l'application trop tôt, trop vite, trop fort, trop tôt. Alors que si ils étaient passés par cette phase de no-code, ils auraient pu survivre bien plus longtemps et découvrir le réel besoin, découvrir la manière dont ils peuvent toucher les clients et leur donner en fait l'expérience juste et adéquate. Et comme ça, après, bah, ils me rappellent et on passe sur une vraie app et c'est bien plus intéressant pour moi. Je suppose maintenant que vous avez plein de questions. Et du coup, est-ce que c'est un concept déjà sur le no-code qui vous parlait? Pas du tout, c'était conceptuel, nouveau. Vous en avez déjà entendu parler ou pas? Oui? Non, pas du tout. J'en avais entendu parler via Power Apps. Power Apps, je connais pas. Je pense que c'est l'équivalent chez Microsoft. Ok, ok. Qui serait l'équivalent de Zapier, Ouais. c'est ça? Qui vient connecter. Par contre, ils connectent tous les services ou ils connectent que leurs services de chez Microsoft? Question piège. Là, il présente que Microsoft. Ok. D'accord. Et tu as déjà pu expérimenter ça ou pas? Pas encore, parce que, en fait, je trouve que ta phrase elle est intéressante parce que d'un autre point de vue, le discours Microsoft, c'est un truc très orienté DAF, qui permet d'automatiser Excel sur son VBA. Et où tu livres VBA, Visual Basic. d'accord, VBA. Ouais. Ok. Il y a des porteurs de projets dans la salle ou pas? Ok. Et du coup, l'approche no-code, ça résonne chez toi ou pas du tout? Ça a résonné un temps, ouais, mais là je suis passé à. T'es déjà plus loin? J'ai un développeur qui est juste là. Ok. Du Et, coup, ouais, c'est sûr que ça fait ses preuves dans le sens où il faut montrer les choses, où on a besoin de retour. Mais on arrive à un moment donné où il faut que le truc il tourne derrière et que ça devienne, on va dire, commercialisable. Et moi je vends un produit, donc c'est pas la même chose que récupérer des commandes, mais en tout cas, je suis passé par l'étape no code pour faire des maquettes sur StreetView, des choses comme ça. Et c'est hyper bien parce que ça permet déjà de se poser énormément de questions avant même de faire appel à un dev et comme tu disais, d'étayer un peu le cahier des charges et d'y aller au bon moment par la suite. et de définir clairement le besoin. Ouais. Ouais, clairement. Est-ce que c'est une bonne solution pour faire du prototypage Oui, pour ton market fit? oui. En tout cas, dans l'exemple de la pizza, c'est bien parlant. Si personne commande via ton bout de formulaire, c'est que ça ne sert à rien de mettre en œuvre une grosse application. Par contre, après, je pense qu'il ne faut pas louper le virage de la vraie app, parce que quand tu commences à avoir de la croissance, Oui. en termes d'utilisateurs, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers et rester sur du no-code, je pense. Ah ouais. Parce que sinon, on va se prendre le mur de la mise à l'échelle. Je suis complètement d'accord. Et rappelle-toi ce que je disais, c'est no scale. Et C'est aussi, ouais. c'est que tu es super dépendant de plusieurs services entre eux. Et s'il y en a un qui tombe, il y a plein qui marchent. Exactement. Donc pour moi, ça représente un risque si un de tes services tombe. Donc pour du prototypage, c'est cool. Par contre, quand le chiffre commence à rentrer, il faut Exactement. bascule, je pense, faut pas Et, attendre. et tu l'as parfaitement dit, en fait, c'est quand le chiffre commence à monter, et donc bah, c'est que tu as un bon problème. Ouais, Et donc ça c'est plutôt bien. En fait, c'est que tu as montré ta preuve de concept, elle est là. Ok, les gens sont prêts à commander. Vas-y, maintenant tu me fais une app qui déchire, bien designée pour fluidifier, parce que là, le formulaire, il est à sa limite. Il voudrait voir les ingrédients, il voudrait voir, tu vois. Bon, une pizza à 4 fromages, tu sais qu'il y a 4 fromages. Bon, voilà. Tu vois, enfin, ça a sa limite. Absolument, il faut pas attendre d'être ras à la gorge pour anticiper le truc. Mais en tout cas, ce qui te permet en fait déjà de montrer quelque chose. Et je pense à un restaurant, tu fais une affiche avec un QR code et une adresse et une adresse internet. Bah voilà, ça marche quoi. Et enfin, ça peut amorcer la pompe ou pas.
Et donc, c'est largement suffisant pour tester en fait si le truc marche. Après, tu peux aller super loin, hein. Je pense à toutes les applis un peu communautaires, tout. En fait, ils fédèrent tout sur une appli. Et en fait, ils font de l'agrégation de vidéos YouTube sur une thématique. Ils font une agrégation de posts sur Medium ou sur un article. Et ils les mettent toutes dans leur app. Et en fait, ils captent l'email. Et en fait, ils vont chercher leur base de données. Ils font grossir leur base de données avec ça. Et ils ont juste récupéré de l'info qu'ils ont centralisé sur une app. Et ok, c'est je sais pas, un truc de la couture. Et en fait, ils ont juste créé une communauté autour de l'app. Et ils ont fait juste agrégé de la data, quoi. Et demain, en fait, ça leur donne plus d'informations. En mode, les gens, ils sont là, ils ont déjà du contenu, mais je peux commencer à interagir avec eux et voir ce qu'ils font, ce qu'ils veulent. Et du coup, peut-être vendre des tutos de couture ou lancer un business de dé à coudre. J'en sais rien du tout, je te dis n'importe quoi. Mais en fait, tu commences à amener de la valeur par un truc hyper mini. Et ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est pas la couleur du bouton qui va faire. Et souvent, c'est très rare que le business s'écroule parce que l'app ne marche pas. Par contre, c'est très souvent que le business s'écroule parce qu'il n'y a plus de thunes, parce que vous avez tout donné aux devs. Souvent, c'est ça. Et en fait, l'appli, elle marche, mais malheureusement, elle ne répond pas aux besoins du client. Parce qu'on a cramé tout notre budget trop tôt, trop vite, trop fort. Et donc, on peut plus tenir, quoi. Donc, tenez le plus longtemps possible avec du no-code, mais gardez en tête, comme tu dis, gardez en tête qu'à un moment donné, si ça marche, et je dis bien si ça marche, alors il faudra passer à l'échelle. Et là, ça sera un budget. Mais ça sera d'autant plus facile peut-être d'aller chercher de l'argent en prêt ou en levée ou que sais-je. Si on dit, OK, là, on a un truc no-code, on se fait déglinguer la tête, on n'en peut plus, le truc, il sature total, il nous faut de la thune pour aller développer l'app, quoi. Tu viens avec un vrai truc et vous n'avez pas mis 100 000 sur la table, comme des applis qui sont là en ce moment où ils sont en train de faire des budgets et c'est hallucinant, quoi. Alors qu'ils ont très peu d'utilisateurs et ils ne savent pas qui sont les utilisateurs. L'idée est assez vague et ils sont prêts à signer un budget à 100 000. Ça, c'est une erreur, je pense. Oui, mais de mon point de vue, c'est une erreur. Mais le porteur de projet n'en demande pas et il est persuadé que son appli va tuer le match. Alors que son business, c'est pas une appli. Uber, leur business, c'est pas une appli. Leur business, c'est de transporter les gens A à un point B. C'est ça leur business. Et l'appli n'est qu'un moyen de délivrer leur business. Deliveroo, ils vous livrent la bouffe. C'est tout. Après, l'app, en fait, c'est juste l'expérience de commande et de livraison. Mais c'est tout. Leur business, c'est la livraison. Et en fait, on oublie souvent, on est un peu omnibulé par le digital. Et pour évoluer dans le monde des startups, tout le monde dit « Ouais, non, il me faut une app, il me faut une app. » Non, il ne te faut pas une app. Tu as une place de marché. Ok, il ne te faut pas une app. Il te faut un mec qui veut acheter, un mec qui veut vendre. Donc, démerde-toi pour avoir des acheteurs et des vendeurs. Et puis, quand tu es saturé au téléphone, là, tu passes à l'échelle. Et là, tu scales. Et là, tu viens automatiser tout ça, quoi. Mais en fait, moi, j'ai l'impression qu'on veut mettre déjà la place de marché. Et c'est la place de marché qui va faire tout, quoi. Non. C'est la mise en relation. Ton business, c'est la mise en relation. Ça vous parle ou pas? Vous avez des projets de no-code app ou pas? Non? Je code trop pour faire du no-code. Évidemment, tu codes trop pour faire du no-code. Mais en tout cas, je pense aussi en tant que développeur, c'est pas stupide d'aller voir ce qui se fait et peut-être en fait de se repositionner et d'expliquer juste, d'évangéliser ton client. Peut-être tu dis là en fait vous êtes trop tôt pour moi, quoi. Je vais vous coûter trop cher, le risque il est énorme. Peut-être faites ça, mettez en place ça
avec peut-être quelqu'un d'autre. Et une fois que vous êtes à maturité, venez me voir. Et là, on passera à l'échelle et on fera un truc solide. Sur des phases de prototypage pour les startups, etc., c'est excellent. Bien sûr. Après, moi, la plupart de mes clients, c'est des business qui sont quand même matures. Mais je suis pareil. Donc, c'est pas la cible. C'est pas ta cible. Ça ne présente pas pour moi l'occasion. Ouais. Mais en tout cas, voir ce qu'on peut faire avec ça, là, Adalo ou Glide, c'est déjà hyper intéressant, quoi. C'est vraiment très très fort et moi j'étais bluffé, quoi. Je dis ah ouais, en 10 minutes je fais une petite appli pour visionner des vidéos basées sur une playlist YouTube, quoi. Donc moi en fait je suis modérateur, je rajoute mes vidéos dans la playlist YouTube et en fait tous les mecs qui ont l'appli en fait ils voient des nouvelles vidéos, quoi. T'es là, tu fais ouais, c'est quand même et ça m'a pris un quart d'heure, quoi. Ouais. Quand même sympa. Oui. Tout ça, le principe c'est que ça coûte pas grand chose une fois, mais que on a une idée De prix. qu'est-ce que ça coûte Ouais. en usage, parce que j'imagine que Zapier est payant. Exactement. En fait, si tu veux, alors en fait, ta question est sur l'expérience globale et sur le cheat ça là, pour notre resto. Ça, est-ce que ta question elle cote ça combien ça coûte ça ou combien ça coûte chaque service? En fait, ce que j'arrive pas à voir, c'est quand on disait tout à l'heure, il y a un moment donné où on va faire une bascule d'une Oui. web vers une appli structurée. Moi, je pense que dans les arguments majeurs, c'est qu'à un moment donné, au-delà du fait qu'il y a plein de risques, etc., on va arriver à un moment où en fait le no-code coûte le prix de l'appli, quoi. Normalement, on doit basculer un peu avant. T'as intérêt à avoir du sacré no-code et pour qui te coûte le même prix de l'appli. En fait, là, en fait, il faut différencier deux choses. Tu as ton prix d'utilisation de ton Adalo tous les mois, tu vas payer, ou ton Glide, ton Webflow, ton Airtable, ton Zapier, tout ça. C'est à coût de 30-40 balles par mois. C'est pas très cher. Après, tu vas payer la personne qui va te le mettre en place. Alors, soit tu le fais toi-même, tu te mets dedans et voilà. Soit tu vas payer quelqu'un, mais dans tous les cas, qui va te facturer 2-3 jours grand maximum pour te faire une appli chiadée. Tes 3 jours plus tes services, avant d'avoir rentabilisé ton appli en solide, en dur, je pense qu'il en faut. Je pense qu'il en faut beaucoup. T'as pas de coût à l'usage. Un Zapier, il dit pas, tiens, je te fais. Si, en fait, tu vas avoir différentes tranches. Tu vois, pour revenir là-dessus, tac, tac, on va faire ça. Un Zapier. En fait, un Zapier, tu vas le connecter. C'est super lent ici, la connexion, je suis désolé. En fait, tu vas avoir une tarification à différentes fourchettes, en fait. De 1 à 2000 zaps par mois, c'est tant. De 4000 à 6000 à 10 000, c'est 100, c'est ça. Et puis, enfin, tu vois, donc c'est toujours à l'échelle. Et après, en fait, moi, je trouve tout le business model un peu des SaaS, souvent, c'est tu payes à l'usage. Donc, en fait, alors c'est vrai que plus ça monte, plus c'est cher. Mais au final, plus tu fais de business. Enfin, c'est aussi ça, quoi. C'est-à-dire que si t'as pas de business, tu payes pas. Pas de problème. Tu vois, enfin, problème terminé. Ok, ça t'a coûté 100 balles par mois. Pendant 3 mois, ça marche pas. Stop, on arrête. Plus le prix du développeur sur du mec qui t'a fait ça. Voilà, ok. Allez, on passe à autre chose. Ça marche pas. On essaye autre chose. Et c'est pas grave. Sur Zapier, il chiffre en tâches per month, en tâches par mois. Ouais, en fait. Une tâche, c'est un API code. Non, en fait, c'est ce qu'ils appellent un zap. C'est pas très, leur page de pricing, c'est pas très. Ouais, en fait, ils ont bien complexifié le truc. Ouais, moi, j'ai connu à l'époque Belly de Google Maps qui était gratuit. Ouais. C'était génial. C'était bien, hein? On a construit des trucs de ouf, quoi. Et puis bah maintenant, Ah, attends, c'est un peu payant. Ouais, ok, c'est pas grave, ça rentre dans le business model. Non, en fait, ça va être un
Ben, Ah, ça on a commence. le vrai tarif. Ah putain, C'est exactement ça, ouais. j'ai changé de business model. Mais du coup, ouais, tu cherches. Bon, on va peut-être passer sur OpenMap, hein, les gars. On va peut-être passer sur OpenMap, hein. Mais ouais, c'est. Pour revenir juste sur Zapier, tu vas choisir ton service et il y en a, mais plein, 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 plein. Par exemple, allez sur GitHub. Là, j'ai un nouveau commit. À cet événement-là, en fait, bah, qu'est-ce que je vais faire? Alors je vais prendre un ancien de chez moi que j'utilise plus. Euh, voilà. Un exemple. En fait, quand je reçois un email, donc j'ai branché ma boîte mail dessus, mais qui a des datas spécifiques, je viens l'envoyer et créer une nouvelle ligne dans mon Google Sheet. Et là, je viens envoyer un message comme quoi j'ai un nouvel inscrit. En clair, là, c'était pour le Startup Weekend. En fait, les gens qui s'inscrivaient, nous, on recevait un mail de notification comme quoi il y avait quelqu'un qui était inscrit. Mais il n'y a que moi, de l'orga, qui recevait ça. Donc du coup, bah, j'ai fait un zap en mode, ok, quand moi je reçois ce mail-là de telle adresse avec tel mot à l'intérieur, alors tu viens identifier le mot, l'email et voilà, et tu le mets dans un Google Sheet. Comme ça, on a tout le nom, prénom, email. Comme ça, on crée déjà notre base de données. Et tu envoies un petit message sur Slack pour toute l'équipe qui dit, ok, il y a un nouveau mec qui s'est inscrit. C'est un exemple typique. Et ça, en fait, ça, c'est un zap. Ouais, c'est un zap. Et maintenant, en fait, tu peux même faire des zaps conditionnels. C'est-à-dire, ok, si par exemple, le mec qui s'est inscrit, c'est un mec ou si c'est une femme, alors tu lui envoies un texto différencié, quoi. Tu vois? Et tu peux mettre des conditions, tu peux aller super loin. Tu peux vraiment aller super loin et c'est vraiment très, très, très puissant. Comme tout outil, il faut prendre du temps à rentrer et à vraiment se mettre dedans. Mais en tout cas, ça a vraiment explosé et ça ouvre beaucoup, beaucoup de possibilités. Par contre, une fois de plus, c'est pas scalable. Quand tu passes ton temps à faire que des apps, à un moment donné, ok, tu viens coder un script et ça le fait, et ça fait tout seul. Et voilà. Mais au moins, tu as validé le concept que ouais, ça amène de la valeur. Ok, alors je vais peut-être mettre un budget, un développeur dessus. Et voilà. En fait, une tâche, c'est l'exécution d'un zap. C'est ça. Ok. Et donc, par exemple, $19, c'est 750 tasks par mois. Après, tu peux essayer. Il y a un plan gratuit, tu en as 100 par mois, quoi. C'est ça. Après, moi, je pars du principe que tu peux déjà tester le truc avec le mode freemium gratuit et tu vois. Et t'imagines, j'ai 100 commandes par mois. C'est quoi? C'est 7000? Non. 700? 750 Ok. pour $1. 750 par mois. Bah, si j'ai 750 commandes le midi en plus de mon service, peut-être que. Avant, j'avais 0. Là, j'en ai 750. Peut-être que ça peut être pas mal. En général, c'est rentable. Hein, ouais. Au mois de mars ou au mois d'avril 2020, je pense que des restos auraient peut-être accepté de payer $20 pour avoir 700 commandes. Ouais. Mais exemple un petit peu, un peu coup de poing, mais en tout cas, l'idée est là. Et oui, ça coûte, mais ça coûtera toujours moins cher que du dev. Et comment tu débugs ton maillon faible quand tu as un service qui est dans ta chaîne de zap qui est down Qui est down. Qui Alors, ont changé leur API ou que, enfin, Alors, s'ils ont changé leur API, en fait, c'est Zapier qui va le gérer. Parce que moi, je n'ai pas à gérer ça. Donc, en fait, si Zapier a ouvert un événement et il se passe quelque chose sur cet événement, c'est Zapier qui me garantit la fiabilité du truc. Par contre, si j'ai un service qui est down, objectivement, les services que j'utilise, c'est rare qu'ils soient down. Ouais. Google Sheet, c'est quand même rare qu'ils soient down. Slack, c'est quand même rare qu'il soit down.
Alors oui, il y avait eu une énorme truc où ils avaient attaqué les serveurs DNS et du coup il y avait Amazon qui était en vrac, GitHub qui était en vrac, enfin voilà. Mais c'est quand même supra rare. Et donc objectivement, limite, on pourrait dire que c'est même un peu plus fiable parce que potentiellement mon appli, elle a plus de chances de tomber en rade que leur service à eux. Parce que eux, ils ont des gars qui sont H24 et qui font ça, ils font que ça. Donc ils font ça plutôt bien. Et Google ou Amazon, c'est plutôt solide en période de down, quoi. T'es obligé de passer par des services type Google, justement, ou Amazon? Non, pas spécialement. Là, en fait, j'ai fait mon zap sur ma boîte mail. C'est un Gmail qui est dédié. C'est Google Sheet. Après, c'est Slack. Mais une fois de plus, des services, il y en a, mais plein. Pour la confidentialité des données, s'il y a peut-être quelque chose qui dérange dans les conditions générales d'utilisation de Google, c'est jamais un frein. Oui, après, ça, en fait, il faut valider ça avec ton avocat. Est-ce qu'on peut stocker les commandes sur un Google Sheet? Je sais pas. Dans le cas du resto, ça doit pas être compliqué. Ouais, après moi, j'ai une méthode assez radicale et peut-être que je suis trop extrême, mais clairement, tu t'en fous, quoi. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Ouais, mais en fait, tu t'en fous au départ. En fait, ce que je veux dire, c'est que tant que tu fais du no-code, s'il y a 3 pecos qui sont sur ton appli, bah, c'est pas grave, tu vois. Par contre, oui, effectivement, quand tu vas commencer à grossir, ça va être un problème. Mais penche-toi sur ce problème quand tu auras des vrais problèmes, tu vois. Tu vois. Et en fait, c'est un peu le problème que j'aurais tendance à dire sur tout le mode startup et tout ça, c'est qu'ils mettent beaucoup d'argent au départ sur des choses qui vont potentiellement arriver. Ouais, fais, on s'en fout, on fera après et on verra, en fait, on se penchera sur ce problème quand on sera arrivé à ce problème-là, quoi. En clair, ouais, mon idée, faut que je la brevet, faut que je mette un brevet dessus, tout, sinon on va me la piquer. Bah ouais, mais en même temps, s'il y a personne qui la voit, s'il y a personne qui l'achète, t'as lâché un billet sur un brevet, au final, il y a personne qui l'utilise, tu vois. Ouais, Donc, alors après, c'est une question de timing. À quel moment, à quel stade, à quelle maturité de boîte tu le fais, quoi. C'est la base, enfin, l'essentiel, c'est ça. C'est à quelle maturité, à quel moment tu passes à l'échelle et tu te concentres sur les vrais problèmes. Dans quelle mesure tu as le droit de collecter des données de clients dans un Google Sheet? Par exemple, en France, on déclarait un truc à la CNIL ou poste, il y a des gens qui vont te demander, des clients qui vont dire, moi, il faut que ce soit déclaré, machin, il faut que je puisse prouver que. Je suis pas expert là-dessus, je ne pourrais pas te répondre. D'un point de vue RGPD, il suffit de dire où c'est. Ça, Ouais. Tant que t'es clair, tu sais, dans les trucs que tu lis pas, là. Et Google Sheet, Colis 2. Pardon? Par rapport à l'accès, c'est-à-dire Stripe. Oui. Oui. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ton Google Sheet, il n'est pas en mode public, hein. Tu vois, il n'est pas en mode public, tu vas donner les accès à Zapier, tu lui dis, OK, j'autorise Zapier à lire ce Google Sheet, et uniquement ce Google Sheet, pas tout mon compte et tout, tu vois, c'est celui-là, là, et ça va même jusqu'au tableau, enfin la page, quoi. Tableur, dans mon fichier, j'autorise ce tableur-là. Donc, il peut voir que ça, et après, bah, tu traites ça. Donc, en termes de sécurisation, bah ouais, on s'en remet en fait au service que tu utilises. Donc, si tu utilises le nouveau service crypto, blockchain, bien comme il faut, tout, il faut que tu sois sûr que ton service il soit solide. Mais tous les services que je t'ai cités là, c'est déjà c'est des mastodons. Ils sont très très gros et ils ne peuvent pas se permettre ce genre de choses. Donc, tu prends un risque qui est minime quand même. J'ai répondu à ta question sur la sécurité ou pas? Tout bon pour vous? Je vous remercie. Merci. À bientôt.